Vous avez tous déjà entendu parler de cette voiture. Vous l'avez vue, peut-être conduite ou même achetée. Sauf que ce cabriolet n'aurait jamais dû être un succès, voire n'aurait jamais dû exister. À l'époque, plusieurs concepts sont explorés, mais toutes les données pointent vers un échec commercial et son développement a failli être abandonné. Mais un seul homme y croit, et il a dû se battre contre une institution entière pour la faire naître. J'ai remarqué que personne n'avait raconté cette histoire sur YouTube. Alors on va plonger dans son univers, et vous l'avez compris, je vais vous raconter en détail comment ce cabriolet a été créé. Dans la fin des années 70, les constructeurs de l'époque se concentrent à créer des voitures fiables, économiques et rentables. Créer un cabriolet dont le seul but est le plaisir de conduite, ce n'est clairement pas ce qui fait rêver les actionnaires. Le public n'est plus intéressé à cause de leur fiabilité catastrophique et leur confort spartiate. C'est un type de voiture qui est resté dans les années 60, il est dépassé. Si refaire un roadster était une bonne idée, Toyota, Nissan, Volkswagen, etc., tous l'auraient fait. Mais lorsque vous êtes un leader d'un marché, vous et vos milliers d'actionnaires n'avez aucune raison de prendre des risques inutiles. Votre focus, c'est d'exploiter votre position de force. Alors pour que le roadster fonctionne à nouveau, il faut que plusieurs éléments soient alignés. Il faut qu'un constructeur ait besoin de se démarquer des autres, de proposer une innovation sur le marché, mais sans avoir les restrictions qu'ont les géants de l'automobile. Et début des années 70, une marque remplit ces conditions. Mazda. Mais Mazda n'est pas la marque que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'est encore un tout petit constructeur. Pour vous donner une idée, Mazda en 1970, c'est environ 250 000 véhicules vendus chaque année. General Motors, le leader mondial de l'époque, vend plus de 3 millions de voitures la même année. C'est 10 fois plus que Mazda. Pour vous dire, depuis leur création, Mazda n'avait produit au total que 1,4 million de voitures. Leurs ressources sont minimes. Donc fin des années 70, lorsque l'idée de faire renaître le cabriolet anglais émerge à l'oreille de la marque, Mazda est en train de finir le développement de leur première voiture de sport, la RX-7, et le reste du catalogue propose des voitures qui, globalement, n'intéressent personne. Mais Mazda remplit tous les critères. Même s'ils sont au bord de la faillite à cause de leur énorme investissement dans le moteur rotatif, la Sumitomo Bank, leur principale banque créancière, va prendre les devants et intervenir pour sauver la marque. Pour récupérer son argent, la banque impose une restructuration interne drastique via des licenciements massifs et une réorientation de la stratégie produit vers des véhicules plus économes. Mais surtout, un retour au moteur à piston conventionnel, car le moteur rotatif est trop gourmand suite à la crise pétrolière. Mazda doit abandonner le rotatif, leur technologie signature qui les définit depuis 15 ans. Comprenez que ce n'est pas juste une restructuration financière, c'est une humiliation industrielle. Mais Mazda ne va pas se laisser abattre. Ça fait un demi-siècle qu'ils poussent à l'innovation. Même s'ils sont sur le marché automobile depuis qu'une dizaine d'années, c'est dans leur ADN de vouloir innover et entreprendre. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'Angleterre, la terre natale des roadsters, n'a jamais eu de marque assez développée pour proposer leur cabriolet à l'international. Alors oui, certains modèles tels que la MGB ont été un franc succès. Mais durant la production de la MGB, le marché américain ne jure que par des V8 et des voitures de 6 mètres de long. Personne ne rêve d'acheter une MGB alors qu'on peut avoir une Corvette qui est plus belle, plus puissante et surtout qui est la voiture des astronautes. MG c'est cool, mais c'est pas aussi cool que de conduire la même voiture que Neil Armstrong. Sauf que le gigantisme américain ne peut plus exister à cette échelle. Les années 60 sont loin derrière et la première crise pétrolière des États-Unis engendre un crash boursier de 45%. I just couldn't imagine something like this would happen in America. C'est inconnu pour ce pays qui prospère économiquement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la réponse ? La population américaine demande des voitures fiables et économiques. Une sportive fun qui respecte cette demande, c'est la pièce de puzzle manquante, la solution pour ceux qui veulent s'amuser sans dépenser. Mazda comprend que ce nouveau marché s'offre à celui qui osera. Et vous vous en doutez, une exclusivité sur le marché américain, c'est un rêve qui, d'habitude, n'existe pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un père américain est déployé en Angleterre comme pilote de bombardier. Et en 1945, lorsqu'il rentre aux États-Unis,
il ramène à la maison une passion pour les roadsters anglais. Bob et son frère grandissent entourés de MG, Triumph et Austin Healey. Et après l'école, Bob et son frère faisaient des rondes dans les parkings déserts de Californie, pendant que le père, lui, restait assis à les regarder et à lire son journal. Puis, quand le week-end arrive, le père les emmenait voir des courses à Santa Barbara, Riverside et Willow Springs. Alors, une fois adulte, Bob Hall devient journaliste automobile. Un jour, lors d'un événement pour la promotion de la RX-7, un certain Kenichi Yamamoto, directeur recherche et développement chez Mazda, lui pose une question. Quelle devrait être la prochaine sportive de Mazda ? Je me suis lancé à toute vitesse. J'ai débité à 110 km/h dans un mélange transpacifique d'anglais et de japonais, que la RX-7 est une belle voiture, une excellente sportive, mais que la simple sportive britannique classique, avec les insectes dans les dents et le vent dans les cheveux, n'existe plus. J'ai dit à monsieur Yamamoto que quelqu'un devrait en construire une et que la Mazda 323, à l'époque une propulsion, ferait la plateforme parfaite pour un roadster abordable. Pour vous dire, Bob va jusqu'à faire un croquis pour illustrer son roadster à Yamamoto. Mais l'ingénieur en chef ne laisse passer aucune expression sur son visage. Yamamoto, neutre, ne dit rien et prend simplement en photo le croquis de Bob. Quelques années plus tard, Bob quitte Autoweek, le magazine où il travaille. Après quelques semaines de négociations, le 21 octobre 1981, il est engagé comme designer par la branche américaine de Mazda, alors qu'il n'a aucune expérience. La raison, vous la connaissez, Kenichi Yamamoto. Alors Bob commence à travailler sur le Mazda B2000. Oui, un pick-up. Après tout, Bob a été engagé pour le marché américain. Sauf que, je ne vous l'ai pas dit, mais Bob n'a pas seulement fait un croquis à la craie. Il a suggéré à Yamamoto une chose simple, essayer une Triumph Spitfire. Et après un tunnel pareil, Yamamoto est curieux. Donc quelques temps après l'événement de la RX-7, Yamamoto décide de l'écouter. Seul, sur les routes sinueuses d'Akone au pied du mont Fuji, le vent dans les cheveux, les virages qui s'enchaînent, la voiture légère qui répond au moindre geste. L'ingénieur japonais, au volant du roadster anglais, comprend. C'est pour ça que Bob s'est fait engager. Yamamoto ne cherche pas un designer, il cherche un visionnaire. Et 4 mois après le début de Bob chez Mazda, Yamamoto rend visite au bureau américain. Puis quand monsieur Yamamoto a visité les bureaux de R&D en Californie du Sud, il m'a surpris. Avec une lueur dans l'œil, monsieur Yamamoto s'est tourné et a dit « Et Bob, et ton idée de voiture de sport légère ?» Alors Bob allait enfin pouvoir réaliser son rêve ? Non. Si seulement c'était si simple. Parce que le feu vert de Yamamoto vient avec des conditions très strictes. Vous pouvez travailler sur la voiture de sport autant que vous voulez, avant 8h30 le matin, entre 12h et 13h, et après 17h30 le soir. En gros, Bob peut travailler pour Mazda, hors de ses horaires de travail pour Mazda. Donc Bob commence à arriver à 6h du matin, à déjeuner sur son bureau et à faire des heures sup le soir. Cependant, Bob a rencontré 2 camps opposés chez Mazda. Ceux qui comprennent immédiatement l'idée, et ceux qui la trouvent complètement stupide. Au début des années 80, les constructeurs japonais se font la guerre à qui a la meilleure technologie. Là-dedans, le concept d'un roadster anglais n'est pas assez innovant. En 1982, Bob présente son idée à la direction. Mais ils ne le prennent pas au sérieux. L'idée reste à l'arrêt. Le projet est ce qu'on appelle offline, hors de la chaîne de développement. Jusqu'à qu'un autre dirigeant de Mazda, Masakatsu Kato, crée un programme interne nommé OGG, Offline Go-Go. Ce programme s'appelle comme ça car en japonais, Go-Go se lit 5-5. Et c'est exactement ça la règle. Pour entrer dans le programme, un projet doit avoir au moins 55% de chances de devenir une vraie voiture. Pas plus, juste assez pour oser. 1 an plus tard, le roadster de Bob est intégré au programme et il devient quasi officiel. Bob reçoit des ressources supplémentaires et monte une équipe. Tom Matano, ancien de chez BMW et General Motors, prend position en tant que chef de studio, et Mark Jordan, un autre de chez GM,
ainsi que des renforts envoyés du Japon, Shigenori Fukuda et Masao Yagi, l'assisteront sur la conception du roadster. Mais en arrivant dans le bureau américain, c'est la douche froide. Tom Matano est choqué des conditions du studio de Mazda, celui-ci habitué aux studios des géants qui sont conçus autour de la créativité, disposant de 3 équipes qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chez GM, il y a même un service de conciergerie qui s'occupe de balayer les sols toutes les quelques heures. Il vient d'un endroit où les designers créaient, point. Donc quand Tom arrive en Californie et réalise que l'équipe américaine de Mazda est composée d'uniquement 9 personnes, dont Bob, Tom comprend que ce bureau n'est pas un studio. C'est juste l'avant-poste de Mazda pour étudier le marché américain. Problème ? La direction ne fait pas confiance à Bob. Et en réponse, il décide de créer une compétition interne sur le design que prendra la voiture. En parallèle de Bob et son équipe, la direction missionne le studio de Tokyo et d'Hiroshima pour qu'ils se lancent sur le projet en suivant le brief très simple: créer une lightweight sports car, une voiture de sport légère. En avril 1984, un premier round est organisé et les équipes présentent leurs dessins. Tokyo propose un concept à moteur central arrière, inspiré de la Pontiac Fiero et de la Toyota MR2. Hiroshima, plus pragmatique, propose une idée reprenant la base de la prochaine Mazda 323 qui devient une traction avant. Et côté américain, il propose une propulsion à moteur avant, basée sur l'idée de Bob et inspirée de la Lotus Elan. Le projet est appelé Duo 101, car le cabriolet peut recevoir soit un toit souple, soit un toit dur. Mais Masakatsu Kato n'est pas très emballé par l'idée de Bob, préférant le concept de Tokyo. Mais Kato ne va rien dire à Bob, et il va les laisser créer la maquette en argile du Duo 101, même s'ils ont très peu de chances de gagner. 4 mois plus tard, les modèles physiques en argile sont présentés. Et c'est là que la différence entre les 3 concepts devient évidente. La maquette taille réelle permet de mieux évaluer l'esprit des designs. C'est seulement là, quand le second round est organisé, que le design de Tom Matano, sous l'idée de Bob Hall, remporte la bataille. Le design du Duo 101 est le plus coûteux des 3 présentés. Mais Mazda a compris que pour bouleverser le marché, il fallait rester fidèle à ce que représentaient les MG et Triumph de l'époque. Ni ordinaire, ni sportive extrême, juste elle-même. Cependant, le projet n'est toujours pas viable. La direction de Mazda, bien qu'elle ait validé le design originel du Roadster, n'a toujours pas approuvé le projet de Bob. Le problème est simple, c'est les chiffres. Dans les années 80 aux États-Unis, les ventes de Roadster 2 places sont d'environ 2500 voitures par an. Et pour que le projet soit rentable, il faudrait en vendre 10 000. Vraiment, dites-vous qu'à cette époque, faire un Roadster, c'est complètement idiot. Bob plaide que ces faibles ventes ne sont pas dues à un manque de demande, mais à un manque d'offres de qualité. Les Roadsters sur le marché sont disparus, archaïques, peu fiables, ou même hors de prix. Et la meilleure solution que Bob a trouvée pour affirmer son point, c'est de dépenser l'argent de Mazda en achetant tous les Roadsters disponibles aux États-Unis. Après tout, pourquoi pas ? Il passe des mois à conduire ses succès et échecs commerciaux pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Sa conclusion ? Le marché est affamé d'un cabriolet moderne, fiable et abordable. J'insiste, mais Bob est convaincu que si la direction valide le projet, ce rêve d'une exclusivité sur le marché d'or, qui d'habitude n'existe pas, sera un succès immédiat. Mais Bob a besoin d'aide. Il a besoin de l'aide de celui qui lui a donné sa chance. Mais d'apparence, Yamamoto ne pousse pas le projet. Rappelez-vous, c'est lui qui a recruté Bob et lui a dit qu'il pouvait travailler sur son roadster. Et maintenant que Bob a besoin d'un dernier coup de pouce pour convaincre la direction, Yamamoto est absent. Alors 6 mois après la compétition, quand Kenichi Yamamoto est nommé président de Mazda, on se dit que ça y est, avec Yamamoto à la tête de l'entreprise, le projet va enfin passer à la prochaine étape et devenir un modèle de production officiel. Mais non, rien ne se passe. La voiture de Bob n'est toujours pas approuvée. 11 mois plus tard,
Bob et son équipe se rendent au port pour recevoir une cargaison unique. Et lorsque la porte du container s'ouvre, tout le monde est bouche bée. Le duo 101 a son prototype. Nom de code, V705. Bob l'emmène partout, des rues bondées de Los Angeles aux routes sinueuses de Santa Barbara. Il profite du climat agréable pour tester le cabriolet, mais surtout, il profite de montrer son concept au public pour recueillir des arguments. Mais attention, ce n'est pas sans risque, et Bob doit rester vigilant. Il doit montrer le V705 seulement aux bonnes personnes. Et se balader partout en ville dans un prototype de voiture de sport rouge, ce n'est pas très discret. D'habitude, les prototypes sont à visage caché, et les voitures maquillées pour devenir méconnaissables. Mais Bob n'a pas le choix. Son test est basé sur l'opinion du public. Il est obligé de montrer la voiture sous son plus beau jour pour recueillir des vrais témoignages. Vous le savez, il doit trouver de quoi convaincre la direction coûte que coûte. Sauf que si un journaliste écrit un article, c'est la fin immédiate du roadster. Car si le prototype attire les regards des autres constructeurs, alors ils se douteront de quelque chose. Ils essayeront de trouver pourquoi Mazda explore cette idée, et ce ne sera qu'une question de temps avant qu'ils comprennent cette opportunité sur le marché américain. Car le risque pour Mazda, ce serait de devoir partager le petit segment qu'ils explorent. Si les autres constructeurs se mettent à faire un roadster, Mazda ne sera plus la seule option. Et le public préférera acheter un cabriolet d'une marque qui a déjà fait ses preuves, comme Honda ou Toyota. Mazda sait que s'ils se battent avec un autre géant, c'est perdu d'avance. Bob doit garder le secret. Et vous vous en doutez, lors d'un essai, ce qui devait arriver, arriva. Des journalistes d'un magazine automobile voient la voiture alors qu'ils étaient arrêtés à un café. Ils ne reconnaissent pas le modèle, et ils doivent en apprendre plus sur ce nouveau cabriolet rouge. Ils s'approchent et s'adressent à Bob pour recueillir des informations dans le but d'écrire sur ce modèle unique. Mais Bob leur dit une réponse très claire. S'il publie ne serait-ce qu'une seule photo, le projet entier est annulé. Et dans sa malchance, Bob est tombé face aux bonnes personnes. Les journalistes reculent, réalisant que si la voiture ne voit pas le jour, ils ne pourront pas la couvrir quand elle sortira réellement. Ils préfèrent profiter d'avoir un coup d'avance sur les autres magazines. Ils ont un futur scoop. Hormis certaines frayeurs comme celle-ci, les tests du V705 continuent. Un jour, Bob se retrouve coincé à un feu rouge juste à côté d'un concessionnaire Porsche. Dans le showroom, une Porsche 944 est exposée, la petite dernière qui servait à moderniser la gamme allemande. Mais quand la clientèle du concessionnaire voit le prototype Mazda, il quitte la salle d'exposition pour venir voir le roadster et demander à Bob qu'est-ce que c'est. En un instant, la Porsche est oubliée. Ce n'est qu'une parmi tant de réactions enthousiastes du public, mais pour Bob, c'est un moment clé. Si la clientèle des sportives allemandes est plus intéressée par sa voiture japonaise que la nouvelle Porsche, c'est qu'il est sur le bon chemin. Il a les preuves nécessaires que les Américains veulent un cabriolet japonais. Mais comme si ce n'était pas déjà assez difficile, le jour d'Halloween 1985, au Tokyo Motor Show, Suzuki dévoile le concept RS1, un roadster léger à moteur central arrière. Il devient clair que les autres constructeurs commencent à avoir la même idée que Bob et que Mazda doit agir vite. Ce coup de pression accélère le projet et l'équipe de Tom se lance au travail pour produire une deuxième maquette d'argile dans l'objectif d'affiner les proportions et de mieux intégrer les détails techniques. Le statut du projet change enfin de offline à modèle de production non approuvé, mais le point le plus important est toujours en suspens. Est-ce que Bob a raison ? Malgré les nouvelles preuves de Bob, la hiérarchie trouve toujours que c'est un pari risqué. À ce moment-là, Bob se demande sérieusement quand est-ce que Mazda va se réveiller. Les autres constructeurs travaillent déjà sur des voitures similaires, et si l'un d'entre eux prend les devants, c'est foutu. Peut-être qu'il aurait dû continuer sa carrière de journaliste. Ça va faire 5 ans qu'il est chez Mazda et que, depuis qu'il a commencé, son idée n'est toujours pas reconnue. Il n'a pas rejoint la marque pour travailler sur des pick-up. Il a uniquement accepté l'offre de Yamamoto car il sait que c'est sa seule opportunité pour réaliser son rêve. Mais attendez une seconde. Pourquoi le nouveau président de Mazda n'a toujours rien fait ? Yamamoto, depuis le début, est resté distant, neutre, observateur, sans jamais réellement intervenir.
Sauf que Bob, il ne le voit pas comme ça. Il comprend la situation de Yamamoto et l'étendue de son pouvoir. Oui, Yamamoto n'a rien fait d'officiel. Mais derrière, ses échanges avec Bob ne sont pas inutiles. Monsieur Yamamoto était une influence extrêmement forte sur moi. Chaque fois que je lui parlais, cela me rechargeait en quelque sorte. Et la réalité, c'est que même en tant que président de Mazda, Yamamoto n'a pas le pouvoir absolu. Ce sont les actionnaires qui ont le dernier mot. Et ça, il le sait. S'il prend parti pour le projet, il va se mettre le conseil d'administration à dos. C'est ce conseil qui représente les actionnaires. C'est eux qui ont le pouvoir absolu. Vous vous rappelez de la banque qui sauve Mazda ? Oui, c'est un actionnaire majoritaire. 10 ans plus tôt, ils ont eu le pouvoir de licencier des salariés, mais aussi de restructurer le conseil d'administration. Et depuis, c'est simple. On ne risque pas l'argent de la banque. C'est eux qui viennent de le promouvoir président. Ils ont le pouvoir de le remplacer en un claquement de doigts. Donc quand le conseil juge que le rêve de Bob est trop risqué, Yamamoto, lui, est obligé de s'aligner. Mais comme je l'ai dit, le temps presse. Yamamoto, c'est un rêveur qui calcule les risques. Laisser poireauter Bob 1 an ou 5 ans, du moment que Mazda a une exclusivité sur le marché, ce n'est pas très grave. Ça lui laisse le temps de prendre toujours plus de pouvoir décisif chez Mazda. Mais laisser tourner l'horloge alors qu'en face, d'autres constructeurs développent des plans similaires, c'est une autre affaire. Yamamoto s'en rend compte. Il ne peut plus attendre d'avoir la situation parfaite. Il doit intervenir. La question maintenant, c'est... est-ce que ce sera suffisant ? Le 18 janvier 1986, après des années de réflexion, d'analyse, de concept, et grâce à l'intervention décisive de Kenichi Yamamoto, c'est le soulagement. Le conseil d'administration de Mazda donne son approbation finale sur le projet de Bob. Pour la dernière phase de production, la voiture prend un nouveau nom de code, P729. J'ai passé plus de temps à essayer de faire flotter et approuver l'idée qu'il n'en a fallu pour réellement développer la voiture. Sans le savoir, le père de Bob n'a pas seulement transmis une passion à ses fils, il a planté une graine. Et cette graine, Bob vient de la faire pousser jusqu'au conseil d'administration de Mazda. Tom se met au travail sur la 3e et dernière maquette d'argile, puis le développement est rapatrié au Japon, et ils choisissent le responsable du développement de la P729, l'homme qui doit continuer d'arroser l'idée de Bob, Toshihiko Hirai. 10 ans plus tôt, Mazda l'envoie chez des concessionnaires indépendants afin d'étudier la compétition sur le terrain. Toshihiko réalise que Mazda perd contre les géants japonais. J'ai été témoin d'une guerre des prix féroces avec les grandes marques. Je me suis dit, si nous continuons ainsi, nous ne ferons que nous épuiser. Si nous fabriquons les mêmes voitures que les grandes marques, il n'y a aucune raison de choisir Mazda. Pour lui, Mazda a besoin d'un produit unique. Mais Toshihiko, ce n'est pas un homme de performance brute. C'est un homme qui recherche la connexion émotionnelle. Pour lui, Mazda doit créer des voitures fun à conduire. Pas juste des voitures efficaces, pratiques ou puissantes. C'est un ingénieur qui rejette l'approche occidentale et qui préfère se concentrer sur le plaisir, la beauté et l'attachement qu'on porte à une voiture. C'est avec cet esprit que Toshihiko aborde le projet P729. Quand Bob lui présente l'idée d'un roadster anglais, Toshihiko reconnaît immédiatement quelque chose de profond. Ces voitures ne gagnent pas grâce à la puissance ou la technologie, elles gagnent grâce à la connexion qu'elles créent avec le conducteur. Il reconnaît que le roadster de Bob n'est pas juste un projet comme les autres, c'est l'incarnation parfaite de ce que Mazda doit être, une voiture simple, légère et émotionnelle. Lorsque Toshihiko Hirai et ses ingénieurs débutent leur travail, ils commencent à utiliser un terme pour désigner leur objectif. Jinsha Itai. Jin, personne. Sha, voiture. Et Itai, l'unité, un seul corps. Le conducteur et la voiture ne faisant qu'un. Mais comprenez que cet objectif est inatteignable par conception. À première vue, c'est une stratégie brillante. L'esprit Jinsha Itai, c'est une cible suffisamment claire pour accomplir le travail, mais suffisamment vague pour laisser des opportunités infinies d'amélioration. Je pense que vous le savez, mais l'approche occidentale, c'est d'être numéro 1. Mais une fois qu'on est numéro 1, la seule évolution, c'est de redescendre numéro 2. L'approche de Toshihiko est une quête perpétuelle d'amélioration. On peut toujours faire mieux. Mais son approche n'est pas toute rose, elle est même problématique.
C'est facile de se perdre dans cette quête et de tomber dans le piège du perfectionnisme. La relation entre un conducteur et une voiture peut toujours être améliorée, sauf qu'un constructeur automobile, c'est avant tout une entreprise. Et le but d'une entreprise, c'est d'être rentable et de faire du bénéfice. En d'autres termes, la direction ne peut pas laisser les ingénieurs travailler à l'infini sur une voiture. Ça coûte trop cher. L'esprit de Jincha Itai est à double tranchant. Il y a gros à gagner, mais gros à perdre. C'est pour ça qu'aucun autre constructeur n'a cette approche. Comme l'idée de Bob, personne ne se dit que c'est une bonne idée. Si c'en était une, tout le monde le ferait. Vous le comprenez, Toshihiko, c'est un ingénieur audacieux qui n'a pas peur d'essayer. Il est l'exemple typique de Mazda, un innovateur qui ne pense pas à l'échec, mais seulement à son impact. Seulement, c'est pour ça que Mazda est passé à 2 doigts de la faillite. Et même si la banque a remis de l'ordre chez le constructeur, certains ingénieurs continuent d'être légèrement rebelles dans leur manière de travailler et gardent la conviction que pour gagner gros, il faut jouer gros. C'est un jeu d'équilibriste et parfois ça peut amener à peut-être prendre trop de risques. Des risques qui pourraient ruiner le projet de Bob. En 1987, sans consulter ses supérieurs et son équipe, Toshihiko Hirai décide de modifier ses cartes de visite qui comportent l'inscription Jincha Itai en remplaçant le caractère Sha, signifiant voiture, par Ba, signifiant cheval, Jinba Itai. Jin, personne, ou maintenant pouvant être interprété comme cavalier, Ba, cheval, Itai, un seul corps. Le cavalier et son cheval ne faisant qu'un. Pourquoi Toshihiko a fait ce changement ? Eh bien, la voiture obéit, le cheval, lui, réagit. Contrairement à une voiture, un cheval lit constamment le comportement de son cavalier et ajuste ses mouvements en conséquence. Un archer à cheval peut ajuster sa position pour viser une cible, ayant une confiance totale que son cheval compensera automatiquement son déplacement de poids. Le cheval anticipe, s'adapte et compense. Il ne se contente pas d'obéir passivement, c'est une relation vivante. En gros, le seul moyen de tirer des flèches en galopant, c'est que le cavalier et son cheval ne fassent qu'un. Mais le problème, c'est que ça manque d'une structure. Alors Toshihiko implémente à son credo la méthode du Kansei Engineering. Le Kansei Engineering, c'est une approche d'ingénierie développée à l'université d'Hiroshima environ 20 ans avant l'idée de Bob. Kansei veut littéralement dire sensibilité, émotion, sentiment. Le Kansei Engineering, c'est l'ingénierie de l'émotion. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui visent des objectifs de performance spécifiques, par exemple un 0 à 100 en 6 secondes, le Kansei Engineering met la priorité sur le fun, la beauté ou la connexion émotionnelle. Pour n'importe quelle entreprise, il est important de quantifier les objectifs. Ça permet d'être prévisible, car chaque problème a une solution directe. Le 0 à 100 est trop lent, il faut un moteur plus puissant. 1 plus 1 égale 2, un problème plus une solution égale un objectif accompli. Mais très honnêtement, vous pensez vraiment que la direction y comprend quelque chose ? Ouais. Alors comment voulez-vous rassurer les actionnaires lorsqu'on leur explique que le développement du Roadster est fondé sur l'émotion ? Que leur argent placé dans Mazda repose sur l'intelligence émotionnelle d'ingénieurs ? Qu'un énième risque s'ajoute sur le projet dont les chiffres ne sont pas du tout convaincants ? Dans le monde de l'automobile, c'est ce qu'on pourrait qualifier de devenir fou. Est-ce que Toshihiko a prévu des psychologues pour analyser le ressenti des ingénieurs ? Car très honnêtement, le Kansei Engineering, c'est un peu l'école Montessori de l'automobile. Évidemment que c'est une bonne chose d'analyser nos émotions, c'est ce qui nous rend humains. Mais on se demande si on ne doit pas commencer à lever le pied, car le mur arrive à vitesse grand V, et entre les histoires de cheval et tempêtes émotionnelles, on commence un peu à se questionner sur la réussite du projet. Sauf que c'est la manière de travailler de Toshihiko Hirai. Il est différent. Mais ça reste un ingénieur. Alors pour mieux intégrer les valeurs Kansei, Toshihiko crée un diagramme en arête de poisson. La tête du poisson représente l'objectif ultime, Jinba Itai, et les arêtes du poisson représentent un élément Kansei clé pour arriver à l'objectif. Et à côté de chaque élément Kansei,
Il note les éléments techniques nécessaires pour le réaliser. Et je voulais simplifier, mais en réalité, le diagramme ressemble plus à ça. Toshihiko veut une voiture qui nous donne de l'information, qui a des commandes engageantes, axées sur les sensations, prévisibles et légères. Il veut que tout ce que l'on touche du volant jusqu'aux roues soit pour trouver cette connexion à la voiture. Le roadster doit être le prolongement de notre corps. À partir d'un credo, Toshihiko adapte une méthode et trouve des solutions concrètes pour y arriver. Alors chaque jour, les ingénieurs conduisent le prototype sur le circuit d'essai pour tester la voiture. Ils ne récupèrent pas seulement des données comme les autres constructeurs, ils la conduisent, la ressentent, l'ajustent et recommencent, tout en gardant l'esprit Jinbaitai et la structure logique pour y parvenir. Il faut que la conduire soit aussi simple que de marcher. Il faut que la piloter soit comme décider de se mettre à courir. Pour Toshihiko, il faut que, comme notre corps, la voiture obéisse à notre simple pensée. C'est pour ça que chaque détail de la voiture est conçu pour atteindre le Jinbaitai. 940 kg divisé à parts égales sur les trains roulants. Débattement du levier de vitesse de 60 mm. Pneus étroits pour s'amuser à basse vitesse. Empattement court pour une voiture vivante. Moteur rageur. Freinage linéaire. Double triangulation. Une confiance totale. C'est un jouet. Mais c'est aussi la dosseline qui se dessine lorsqu'on fait le plein d'essence. Une vision d'immersion totale dans le monde qui nous entoure. Le vent qui remue nos cheveux, les gravillons qui résonnent sous le châssis, jusqu'à qu'on cède et remette un peu plus de rythme et que les pneus crissottent en sortie de virage. L'adrénaline qui se réveille dans nos veines, l'impression de vivre le moment présent, pour que, finalement, on fasse demi-tour et recommence tranquillement. L'odeur des arbres fleuris, le soleil qui réchauffe notre peau, puis la fraîcheur d'un soir printanier. Jusqu'à qu'on s'arrête et que les derniers rayons de la journée illuminent le regard venant du siège passager. Finalement, ils ont raison. Ce qu'on retient, ce n'est pas les caractéristiques techniques. Ce qu'on retient, c'est tous ces moments personnels et intimes que l'on passe avec elle. L'objectif n'est pas de créer une voiture qui privilégie la performance. C'est de créer une voiture qui réveille notre joie enfantine. C'est ça, la philosophie de Jinbaitai. C'est ça, la MX-5. Même si au départ, la plupart des gens pensaient que ce projet était voué à l'échec, Bob, Tom, Yamamoto et Toshihiko ont tous les quatre gardé la foi. Bob a vu un marché américain détruit par la crise et a missionné Tom de designer ce que le public demande. Et une fois validé, Toshihiko a fini le travail en comprenant que cette voiture devait être ressentie. C'est ensemble qu'ils ont marqué l'histoire. Mazda a fait un pari risqué en leur laissant répandre leur idéologie, mais la MX-5 est un pari gagnant. Ne laissons pas la monotonie des voitures modernes l'emporter. Continuons d'acheter des voitures avec des âmes et de combattre ceux qui nous disent que nous sommes le problème. Non, il faut préserver notre histoire, les rouler, les aimer. Comme le père de Bob, partageons notre amour avec la prochaine génération d'inventeurs. Je crois qu'un jour une nouvelle opportunité émergera, que les conditions s'aligneront et que, comme Bob 50 ans plus tôt, l'un de nous ait la vision qui marquera l'histoire.